Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur le grand rendez-vous pour ne rien rater du débat chez nous. Ici on décrypte, on analyse et on commente tout. Merci de prendre ce rendez-vous. Dans cet épisode, notre descente sur le marché de la consommation chaque jour, nos compatriotes le constatent et s'en plaignent sur les étalages dans les magasins, le logement, les transports, l'éducation, presque dans tous les secteurs. Les prix flambent, l'épargne est désormais un luxe. Le coût élevé de la vie ces dernières années est spectaculaire. Il continue d'amputer des Béninois tout espoir d'un quotidien stable, d'un lendemain meilleur. Alors, sur quel levier agir pour aider les familles touchées par la baisse du pouvoir d'achat à se relever? Différentes couches de notre société se posent dans ce grand rendez-vous. On pose le sujet et on fait le débat. Le débat, c'est dans un instant. Vous suivrez les points de vue de nos analystes en plateau. Ensuite, dans l'œil de l'expert, l'éclairage de notre invité sur la hausse du coût de la vie qui de plus en plus provoque des chocs. Comment expliquer ce phénomène? Va-t-il encore durer? Combien de temps? Comment se préparer? Quelles réponses des politiques publiques pour soulager les familles victimes de l'inflation? Parole au consultant Ambroise Mautonji est économiste. Il sera avec nous. Ensuite, nous vivrons une partie du quotidien des citoyens, entrepreneurs, d'acteurs de la société civile, d'acteurs politiques, de pères de famille. Ce sera en toute franchise dans le second plateau de la discussion. Mes invités, Nikez Koudézi, gestionnaire d'entreprise, Arnaud Medianada, responsable d'organisation non gouvernementale, il est également gestionnaire d'entreprise, Guy Chaffa, politique, membre du parti de l'opposition, mouvement politique de Libération, et Gérard Hessou de la société civile, il est leader d'opinion. Merci d'être avec nous au grand rendez-vous. Et le grand rendez-vous, c'est ici et maintenant. Le programme est ainsi présenté. Parole aux analystes en premier. Ici, la parole est libre, comme vous le savez, et le point de vue de chacun compte. Ils sont là, tous les chroniqueurs, débatteurs du grand rendez-vous. Rudolf Karl, bonsoir. Bonsoir à vous, Christian. Bonsoir aux amis autour du plateau et bonsoir aux téléspectateurs pour qui ce sujet doit être très important. Et justement, Ahmed Picardi, bonsoir. Bonsoir Christian, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Et Gabin Goubi, bonsoir. Bonsoir Christian, bonsoir à tous. Et vous, Omar Salouf, bonsoir. Bonsoir Christian, bonsoir aux amis téléspectateurs. Vous êtes notre éditorialiste. Vous regardez notre quotidien tous les jours, le quotidien du citoyen béninois, et vous vous interrogez. Vous avez un certain nombre de questions sur les conditions actuelles de vie au Bénin. La hausse du niveau de vie est un phénomène qui bouscule les familles. Oui, Christian, un mandat hautement social. C'est ce qu'a annoncé l'équipe de la rupture en 2021 quand les Béninois, en majorité, ont renouvelé leur confiance au président Patrice Talon pour son deuxième et dernier mandat constitutionnel à la tête du Bénin. 3 ans déjà égrenés dans ce quinquennat, mais les Béninois se demandent toujours quand débutera enfin ce programme social, surtout avec la conjoncture économique qui frappe de plein fouet tout le monde entier. Gouverner, c'est prévoir, dit-on. Le gouvernement a-t-il prévu cette conjoncture inhérente à la vie économique du monde? Si oui, a-t-il mis d'avance en place un plan de riposte pour contrer toutes ces éventualités au lendemain de la Covid-19 qui a mis l'économie du monde en berne? Depuis 2021, bien de situations ne militent pas en faveur de la volonté des dirigeants de permettre aux Béninois de vivre mieux. Du moins, on note des options de gouvernance qui prennent le contre-pied de l'annonce du hautement social. La fermeture des frontières avec le Niger est une note amère et la crise qui s'en est suivie jusqu'à présent entre les deux pays plombe davantage les espoirs de soulagement des deux peuples. La vie est chère et de Cotonou à Malanville, les milliers de Béninois, les ressortissants des pays de l'Interland, dont le Niger, qui vivent honnêtement du port de Cotonou, sont affamés et désespérés. Bien de questions viennent alors à l'esprit.
Le hautement social annoncé est-il mis en œuvre depuis 2021 sans que le commun des Béninois ne s'en rende compte? S'il est mis en œuvre, quel est son impact sur la population qui subit pourtant la cherté de la vie? En répondant à ces questions et en se posant beaucoup d'autres, le gouvernement trouvera les justes mesures pour aider le peuple à mieux subir les chocs de la vie chère. Il ne s'agit pas de faire circuler les billets de banque à travers des initiatives de regroupement. Il est question de faire l'option de sérieuses subventions, de soutenir l'entreprise des jeunes. Ces actions peuvent gagner le panier de la ménagère et impacter véritablement le quotidien des Béninois qui ne savent plus où donner la tête. Merci beaucoup. Merci à vous, Omar Salouf, l'édito qui nous plonge dans les discussions de ce soir. Le débat est ainsi ouvert. Vous retrouvez-vous dans ce cas relaté? Un instant. Je pense que tout Béninois, avec sincérité, se reconnaît dans ce qu'a relaté le chroniqueur. Lorsque vous vivez dans le pays, je ne parle pas des Béninois de l'extérieur, je parle des Béninois qui sont au pays, qui vivent à l'intérieur du Bénin. Lorsque vous sortez le matin et que vous quittez votre domicile, que vous regardez dans le visage de chaque citoyen béninois, que vous voyez dans la rue, vous sentez, je dirais, la pression sociale. Vous sentez la tristesse dans l'âme. Vous sentez, je dirais, le stress de vie. Un stress de vie qui résulte, je dirais, de cette crise qui ne dit pas son nom, de cette cherté de la vie qui se vit à chaque bout de rue. Les gens sont stressés, les gens sont énervés parce que, à la maison, les gens vivent difficilement et les gens n'ont personne à qui le dire et personne véritablement n'écoute les gens. Est-ce que ce n'est pas trop dire ça, que les gens vivent difficilement, Rudolf Karl? Christian, vous n'êtes pas à Cotonou. Les gens vivent difficilement, c'est une évidence. C'est une évidence et je pense que même les gouvernants, le gouvernement le reconnaît quand ils ont été sur le terrain, les ministres et autres membres des partis politiques affiliés au gouvernement la dernière fois, ils l'ont reconnu. Le prix du maïs est cher, ils l'ont reconnu, ils ont essayé même de le démontrer parfois très maladroitement. Donc c'est une réalité que la vie est très dure actuellement. Donc quand moi je prends certains indicateurs qui ne trompent pas, la dernière fois nous avons tous été, moi particulièrement, choqués par une actualité que je ne connaissais pas au Béninois. 173 Béninois candidats à l'immigration bloqués en Tunisie et rapatriés au Bénin. Moi, ces actualités-là, je le savais pour la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, la Guinée, le Cameroun, mais pas le Béninois. Nous n'avons pas cette culture-là de prendre autant de risques pour aller à l'immigration. Mais c'est pas nouveau, hein. On a certains Béninois et ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui, je suis d'accord. Oui, le goût de l'aventure, mais pas prendre autant de risques ou aller se masser dans le désert. Non, on ne connaissait pas ça au Béninois. Qui les fait fuir? Oui, parce que la vie est chère, ils ne trouvent plus leur place dans ce pays, en quelque sorte. Vous voyez un peu. Donc, c'est une évidence que tout est compliqué actuellement. Mais le phénomène de cherté de la vie, est-ce que c'est propre au Bénin? Est-ce que c'est pas mondial? Parce que la cherté de la vie est un fait, c'est une réalité qu'on ne peut nier. Mais il faut reconnaître que cette situation est induite de certaines causes qui sont peut-être exogènes et tout le monde le sait, à moins de vouloir le reconnaître. Ce gouvernement est victime, par exemple, de l'avènement de la Covid-19. Vous savez, quand ce phénomène-là est advenu, ça a ébranlé pratiquement tout le monde entier, toutes les économies. Les économies au plan mondial ont été éprouvées et du coup, ça a induit beaucoup de restrictions au niveau des activités. On a vu comment certains artisans, certains corps de métier ont été obligés de mettre la clé sous le paillasson. Et le gouvernement a dû même venir à leur secours en faisant plusieurs saisons pour les soutenir quand même par quelques sous. Donc je pense qu'il y a cette situation-là auquel est venue se greffer la crise russo-ukrainienne qui a beaucoup exacerbé cette difficulté-là. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que malgré tout, le gouvernement essaye de juguler parce que, écoutez, le gouvernement n'a pas baissé les bras entre-temps. Il y a eu beaucoup de mesures qui ont été prises, des batteries de mesures pour soulager, pour faire face à cette cherté-là, pour même soutenir le pouvoir d'achat
des populations. Et objectivement, on peut dire que la persistance de cette crise, c'est ça qui justifie que malgré tout, on ne sent pas les efforts qui sont faits et les Béninois ont l'impression d'avoir été abandonnés à leur sort, encore que chez nous, d'après les indices, le taux d'inflation est plus ou moins maîtrisé et par rapport à la moyenne au niveau de la sous-région. Alors, ce sont des indicateurs, hein, le taux d'inflation maîtrisé, les calculs. Nous avons des rapports qui sont publiés où le Bénin se porte quand même mieux. Tout ce qu'on nous présente, selon vous, et quand on fait recours un peu à l'édito du jour, ça ne se ressent pas dans le quotidien des Béninois. Pas du tout. Oui. Pas du tout. Tout ce qui est dit comme rapport et tout, ça c'est des chiffres. Ce que vivent les Béninois, c'est tout autre chose. Le Béninois n'a pas la possibilité de se nourrir normalement, du moins actuellement, de se nourrir comme il le faut. Donc ça, quand on nous sort les chiffres comme ça, on se demande si les enquêtes ou bien le sondage a été fait avec des Béninois ou bien s'ils sont restés dans les bureaux. Comme on le dit, gouverner, c'est prévoir. La crise de la Covid-19, la crise russo-ukrainienne, tout ça, on peut placer sous le coup des imprévus. Mais en tant que gouvernement, qu'est-ce qui a été fait pour prévoir ces genres de situations? Prévoir ces genres de situations, c'est prévoir aussi ce qu'il faudra faire quand ces situations vont advenir. Qu'est-ce qui a été fait? Parce que la conjoncture, elle peut venir. C'est la manière de la gérer qui fait d'un gouvernement un gouvernement qui s'intéresse au social. Le hautement social annoncé en 2021, on se pose toujours la question, quand est-ce que ça va commencer? Quand est-ce que ça... C'est pourquoi je me suis posé la question. Vous cramponnez notamment sur le hautement social, parce que c'est ça qui pourrait aider les Béninois à mieux s'en sortir. Je me suis demandé dans l'édito ou bien le hautement social a commencé sans que le commun des Béninois ne s'en rende compte. Parce que quand on parle du social, on nous parle aussi de toutes les infrastructures qui ont été faites, qui ont été construites dans le pays, les marchés notamment qui sont en train d'être inaugurés depuis quelques jours. Quand on parle de ça, on dit que voilà, que l'argent, au lieu d'être distribué, est en train d'être converti dans les infrastructures pour nous permettre de vivre mieux. Mais la réalité, le constat est que les gens n'arrivent pas à bien manger, n'arrivent pas à bien s'alimenter dans le pays. Moi, je veux rebondir sur les propos de Gabin pour dire ceci. C'est vrai qu'il y a un certain nombre d'éléments extérieurs que nous devons prendre en compte en tant qu'intellectuels dans l'analyse de la cherté de la vie et de la crise que nous vivons. Mais il y a une question que je me pose. Un État joue deux rôles au niveau financier. Le recouvrement des fonds et la redistribution. Le vrai problème d'un certain nombre d'États, dont le nôtre, c'est au niveau de la redistribution. Quelle est la part consciencieuse que nous mettons dans le social, dans le vrai social, pas dans le hautement social? Parce que le hautement social actuellement au Bénin, c'est le chauffement social que nous sentons. Actuellement, nous vivons le chauffement social, c'est chaud. Lorsque vous parlez de... La redistribution dont je parle, oui. Gabin nous dit que tout va bien. Que malgré, il n'a pas dit, il a jamais dit que tout va bien. Gabin nous dit que malgré, je dirais, les compétences, les efforts étaient faits. Maîtriser la Nous disons aujourd'hui, on vient de dire à la télévision que le Bénin, au niveau du PIB, excelle, que au niveau économique, au niveau macroéconomique, nous sommes des bons élèves. Mais combien de Béninois sentent que le PIB béninois se porte bien? Moi, en tout cas, je ne le sens pas. Peut-être Karl, peut-être Gabin, ou bien peut-être Christian, je ne sais pas. Mais lorsque vous prenez 10 Béninois, vous en verrez peut-être un ou deux qui vous diront que moi je sens véritablement que le PIB va. La question que nous devons poser au gouvernement, c'est comment est-ce que vous faites la redistribution? Où est-ce que la redistribution est faite? Dans quel secteur? C'est vrai, nous voyons les infrastructures, mais les infrastructures. Moi j'ai écouté le président de la République dans les années 2017, lors d'un entretien où il parlait de construction de routes, où il disait qu'il y avait un certain nombre de milliards qui étaient, je dirais, qui devaient être investis, mais c'est vrai qu'il faut investir, mais est-ce que les gens qui doivent passer sur ces routes-là, s'ils ne sont pas en bonne santé, vous mettez les
Malou Gandiao et si bon dit. C'est ça le problème. Il faut construire les hôpitaux. Nous investissons, oui. Mais est-ce que nous investissons actuellement là où le Béninois a besoin qu'on investisse? Alors, vous pensez qu'on doit investir où selon vous? Voilà. Je dis ceci, oui. Lorsque vous êtes un père de famille, notamment un chef d'État, un père de la nation, et que vous vous rendez compte, malgré les efforts faits dans l'investissement au niveau infrastructurel, oui, que vous vous rendez compte que les gens n'arrivent pas à manger 2 fois par jour. Quand je le dis, j'ai mal parce que... Vous en connaissez? J'en connais, oui. J'en connais, malheureusement j'en connais. Et j'en ai même vu hier, avant de venir ici, j'ai passé près de 2-3 heures la nuit à regarder les heures auxquelles nos mères, nos épouses viennent acheter automatiquement nous. C'est bien souvent, à quel moment de la journée? 22h, 23h maintenant. Le soir. C'est-à-dire que c'est un père de famille réussi à trouver 500 000. C'est triste. C'est triste. Moi, je pense que les arguments selon lesquels Covid-19, crise en Ukraine, il faut dépasser ça maintenant. On ne va pas passer toute la vie à nous ressasser. Mais il y a une crise récente, ce qui se passe entre le Bénin et le Niger aussi. Vous savez qu'il y a de nombreuses personnes qui vivent de ce corridor. C'est vrai, ça c'est des éléments qui viennent encore aggraver la situation. Mais bon, moi je vous prends l'exemple du Sénégal. J'en parle beaucoup parce que j'ai fait beaucoup d'années là-bas. Les nouveaux dirigeants, quand ils sont venus trouver une demande sociale très forte. Où les gens avaient mis la pression sur eux. Tout est cher dans ce pays, il faut que vous diminuiez. Mais finalement, ils ont pris des mesures il y a quelques semaines pour diminuer les prix. Ça, c'est vraiment du social. Et les gens disent oui, c'est pas... Les réalités ne sont pas les mêmes entre États. Non, les réalités, on peut... Écoutez, la faim, apparemment, elle est la même partout dans la sous-région. Tout est cher un peu partout. À la décharge des dirigeants béninois, ce n'est pas un phénomène uniquement béninois. Et nous subissons des effets exogènes qui font que, bon, le prix du pétrole, c'est pas le Bénin qui produit le pétrole pour en fixer le prix. C'est souvent au niveau international. Et quand le pétrole est cher, ça se répercute sur tous les produits de grande consommation. Donc, il faut qu'on sente nos dirigeants dans cette dynamique-là. Vous savez, moi, je peux comprendre si l'austérité était générale. Ça veut dire le gouvernement qui réduit son train de vie. On sent que vraiment tout le monde fait des efforts pour supporter cette charge. Mais là, il y a quelques semaines, on a vu un déferlement sur le terrain pour expliquer ce que le gouvernement, les constructions, est-ce que le moment était choisi pour cette démonstration? Je pense qu'il serait peu sensé de dire aujourd'hui que bon, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais je me dis, on se doit quand même de reconnaître que des efforts ont été faits. Et ça, ce n'est pas faux. Les chiffres existent. Et des mesures ont été quand même prises pour juguler la flambée, pour soutenir le panier de la ménagère dans cette affaire. En 2022, quand cette crise-là s'est déclenchée, les produits de premières nécessités ont véritablement flambé, il y a ce conseil des ministres où un certain nombre de produits, à savoir le riz, le lait, beaucoup de produits importés ont été subventionnés. Oui. C'est ça qui a d'ailleurs fait que cette mesure, l'engagement du gouvernement à revaloriser les salaires déjà dans le premier trimestre du mois en 2022 a été reporté et cela n'a été effectif qu'en décembre. Et même là, écoutez, c'est l'une des mesures pour soutenir, pour renforcer le pouvoir d'achat des populations. Parce que plus de 60 milliards ont été injectés et les bas salaires ont été beaucoup plus impactés que les salaires les plus élevés. J'ai vu des compatriotes à nous qui gagnaient peut-être 70 000, mais qui ont vu leur salaire augmenter au moins de 40 000 francs supplémentaires. Donc c'est important quand même en termes d'impact. C'est vrai que la situation, la persistance de la situation fait qu'on ne sent pas forcément les effets de ce qui a été fait. Vous voyez les AME, c'est des mesures, il faut dire, parce que les mêmes vous disent qu'on vous donne avec la même droite, on reprend avec la même gauche. Quand on prend la situation des AME, qui a été améliorée avec le temps, et qui sont partis de 9 mois, aujourd'hui ils sont à 12 mois sur 12, avec les avantages au niveau de l'assurance de la santé, aujourd'hui c'est quand même des mesures à ne pas négliger.
corriger. C'est vrai, le gouvernement a fait l'option d'améliorer notre cadre de vie. Aujourd'hui, quand on se dit que bon, il y a beaucoup d'infrastructures qui émergent, et quand moi j'ai l'assurance aujourd'hui de quitter ma maison et de circuler sur une voie bien bitumée pour jusqu'à aller chez moi, eh bien ça donne une certaine résistance à ma moto. Et ça fait que nos voitures, ça va prendre du temps, ça va durer dans le temps. Donc c'est aussi des mesures qui impactent notre train de vie et qui nous permettent de dépenser moins. Si le carburant aujourd'hui est acheté à la pompe à 680, et ça fait depuis au moins plus de 2 ans, c'est parce que ce produit-là a été subventionné, parce que quand vous allez ailleurs, vous verrez que le produit ne coûte pas forcément le même prix qu'au Bénin. Et il faut que les gens... quelque part, il y a des efforts ont été faits. Même le maïs, justement, il faut qu'on en parle. La dernière décision... Moi, j'ai entendu le ministre de la Culture, de l'élevage, de la pêche dire qu'on a produit 1 800 000 tonnes lors de la campagne dernière, ce qui suffit largement pour alimenter la demande au plan local. Elle n'eût été les exportations au niveau d'autres pays. Mais il y a des décisions qui sont déjà prises pour interdire l'exportation. Depuis qu'on a interdit, vous avez vu qu'il y a le produit est non seulement disponible, mais le prix tend à se stabiliser. Et pour la tomate, actuellement, vous savez que nous sommes dans une saison où la tomate... Elle est bien rare. Voilà. Oui. Donc il y a des causes quand même qui expliquent la situation que nous vivons. Maintenant, le gouvernement ne fait peut-être pas assez parce que quand il reste à faire, rien n'a été fait. Donc on comprend un peu... Oui, allez-y, Salou. Vous savez, avec la crise de Covid-19 et tout ce qui a suivi, je l'ai dit dans l'édito, gouverner c'est prévoir. Quand on dit que telle chose a été faite, telle chose, d'accord, des efforts ont été faits, je suis d'accord. Mais jusque-là, les Béninois continuent de se plaindre. La question c'est... Ça ne va jamais cesser. On ne peut que parler du Bénin, parce que nous sommes des Béninois, nous vivons au Bénin et nous savons ce qui se passe. Du Sénégal où le gouvernement a baissé les prix. Bon, le gouvernement a peut-être subventionné ou bien a défiscalisé. Avec la crise qui est survenue dernièrement, avec la fermeture des frontières du Niger et tout, nous avons vu combien de fois ça a été difficile sur le corridor, parce que c'est un écosystème économique qui est entretenu de Cotonou jusqu'à Malanville, jusqu'à rentrer dans le Niger. Qu'est-ce qui a été fait en dehors de cette attitude normale des gouvernants à montrer que nous sommes un pays souverain et qu'il ne faudra pas céder à tout ce qui se fait du côté du Niger? Qu'est-ce qui a été fait pour juguler la crise sur ce tronçon-là? Je n'ai pas vu quelque chose de la part du gouvernement, à part nous expliquer que nous devons rester dans une posture souveraine où il faut montrer qu'on n'a pas cédé. Voilà. Mais la question que je me pose aussi, c'est quoi? Durant tous les 8 ans qu'a fait la rupture, on nous a annoncé beaucoup de choses. Christian demandait tout à l'heure sur quoi est-ce qu'il faut investir. Je pense qu'il faut investir sur le capital humain. Et c'est en cela qu'il faut saluer l'initiative du projet H, Assurance pour le renforcement du capital humain. C'est un projet noble, mais on se demande si ça a pris corps. D'accord. On va revenir sur cet aspect de nos échanges de ce soir, sur quoi il faut investir pour tant soit peu amoindrir la souffrance des compatriotes, des concitoyens. Et justement, parlant de ces concitoyens, nous avons fait un tour dans les marchés pour les écouter. Jocelyn Bariga a promené son micro et sa caméra pour les écouter. Voici un peu ce qu'ils nous disent de leur quotidien. C'est dans le prétoire. Bon, vous verrez quand on peut me pour ni me lock point cha. Ik begbe mi vero sa pere di si sa wa globe bibo. Ni vraiment ye so tun ni na te do rogbon. Me bi do mo po fo ti sa po. Fo sa le ka so mo de da yi a. Do nyede ko si pe bi ka bo yin so le yin mo fo sa lo de pon. Mi wa ki o me o te nja po opon ro po mi no mo. O ma o si nkan me bono ya bono ikwegbe. Mi so agba bo ikwe pon amu mi do mo mi mo ma o de da mi. Bokale mo to garo to orun ni mi se mi no gon si sa mo so chi koko da itan do wa
Ce qui était hier moins cher, aujourd'hui c'est encore un peu plus cher. Tout est désordonné, je vais dire. Parce que quand tu te lèves de ta maison, quand tu fais un point donné pour pouvoir aller acheter au marché, quand tu vas, c'est que tu dois encore refaire le point parce que tout est cher. Il n'y a pas même le piment, le cube, tout est compliqué. Je suis venue au marché prendre du fromage, mais là, j'avais fait un autre compte avant de venir. Et là, je suis obligée de revoir mon compte encore parce que, franchement, tout est cher. Sinon, nous n'avons pas de temps. Nous voyons aujourd'hui que la vie d'aujourd'hui devient un peu plus chère qu'auparavant. Parce que les choses qu'on prenait à 25 francs, par exemple, à 25 francs avant, actuellement c'est lié à 100 francs. La tomate c'est cher. La tomate c'est vraiment cher même. On ne peut plus même l'utiliser. Nous utilisons l'oignon à la place de la tomate maintenant, comparé de tomates en boîte. On arrive à manger mais pas comme il le faut parce que comment la nourriture d'avant et ce n'est plus comme on le fait maintenant. Et voilà, nous étions dans le prétoire avec les citoyens qui se sont également prononcés sur leur quotidien. Oui, chers messieurs, est-ce qu'il est possible de changer un peu ce que décrit nos compatriotes, leur quotidien, la difficulté? J'étais en train de parler du projet H. C'est une belle initiative du gouvernement qui devrait permettre aux Béninois de vivre, surtout les artisans, les gains petits. Ça devrait leur permettre d'avoir une certaine assise sociale et de mieux se porter dans le pays. Je ne sais pas comment le projet a été élaboré d'abord, a été mis en œuvre pour que actuellement on ne sente pas l'impact de ce projet sur les Béninois. L'autre chose... Mais ils en profitent hein, quand vous allez dans les hôpitaux par exemple, les plus démunis, comment ils sont accueillis, traités, c'est-à-dire... D'accord, mais les cartes promises à cet effet, je ne vois pas beaucoup de Béninois l'utiliser. Ça doit être un échantillon très réduit ou peut-être expérimental qui est en train d'utiliser les avantages là pour l'instant. Mais ça fait 8 ans déjà. Donc, cette belle initiative, il faudrait la mettre véritablement en œuvre pour étendre son envergure et permettre à beaucoup de Béninois que ce travail est en train d'être fait au niveau du ministère. L'autre chose que je voudrais dire, c'est par rapport aux produits qui deviennent chers selon les saisons. Par exemple, la tomate. Je pense qu'il est temps maintenant qu'on se remette en cause parce que c'est des pays du Sahel qui nous fournissent, qui nous fournissent ces produits-là, alors que nous avons la pluie tout le temps, nous avons des cours d'eau, nous avons la mer, nous avons tout ça pour produire massivement ces denrées-là. Et donc, soit on le fait ainsi, parce que quand vous allez dans des villages producteurs de cette denrée, vous allez voir que au fort temps de la tomate, par exemple, à Poma, c'est quand vous allez à Poma, par exemple, quand ça pourrit. Il devrait avoir eu des initiatives pour conserver ça pour ces temps. Les initiatives, ça ne manque pas, hein. On a vu. Mais c'est la mise en œuvre. Une usine qu'on avait installée en ce temps, mais qui n'a pas véritablement fonctionné. Il y a beaucoup d'initiatives. Mais le suivi, la mise en œuvre, le suivi, ça pose problème. Il y a peut-être beaucoup d'efforts à faire encore. Les directions, les structures de contrôle du
ministère du Commerce. Je pense qu'on doit renforcer également les contrôles parce qu'il y a trop de spéculation, parfois non justifiée au niveau des prix sur nos marchés. Mais combien de fois ces structures-là se déploient sur les marchés, se transportent, n'est-ce pas, dans les boutiques et autres là pour véritablement contrôler les prix? Est-ce que les populations elles-mêmes ont le temps de souvent sonner l'alerte, de dénoncer ces structures-là qui spéculent inutilement? On a vu la spéculation qu'il y a eu au niveau du gaz où certains ont profité de la pénurie qui existait pour quand même augmenter les prix. Donc il y a ces paramètres-là à gérer par rapport au projet H. Bon, je pense que la phase de généralisation a commencé après la phase pilote et beaucoup de familles aujourd'hui bénéficient de cela. Aujourd'hui, je pense que... de familles, dites-vous, moi. Bon, quelques... Oui, certaines familles dans les localités où on a effectivement recensé les personnes qui sont identifiées dans la catégorie des pauvres extrêmes. Vous savez, c'est une question de catégorisation. Bon. Les pauvres extrêmes, pauvres non extrêmes, c'était les oui, je pense que de plus en plus, il y a quand même une frange importante de familles qui sont intégrées dans la base de données. Et je pense que c'est progressivement, c'est un projet d'au moins 184 milliards. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a ces familles-là qui viennent souvent faire des témoignages. Il y a beaucoup qui, compte tenu de plusieurs régions, n'aiment pas venir devant un micro des caméras. On a juste le sentiment que c'est une phase pilote, quoi. Vous savez, c'est pas les produits de grande consommation, on les connaît tous. C'est pas tous les produits non plus. Le gouvernement peut faire un effort où la population, les cris de douleur montent des tripes et tout le monde entend. Le gouvernement peut quand même faire un effort pour subventionner au moins les prix des produits de grande consommation. L'huile, par exemple, ça devient de plus en plus cher. Le maïs, bon, le riz, on sait que c'est pas notre aliment de base. Vous ne parlez pas exprès du pain. Non, le pain est toujours maîtrisé. Pourtant, la farine de blé, nous l'exportons pratiquement à 100%. À 100%. C'est parce que c'est subventionné. Écoutez, le pain le matin, moi je vous parle des produits de grande consommation. Oui, le pain en fait partie. Je ne refuse pas, mais le pain, quand vous n'avez pas le pain, vous pouvez trouver comment dit-on, d'autres produits. Nous sommes des Béninois, le pain n'est pas... Oui, la bouillie, c'est à la base de maïs. Moi je vous parle des choses dont les Béninois ont besoin tous les jours. Quand vous parlez du pain, quand vous allez dans les villages, reculer là, combien de gens mangent? Alors la production, il faut revoir alors la production, comme il le disait tout à l'heure Massalouf. Je dis ceci. Les produits, quels sont les produits qu'il faut produire, à cultiver abondamment pour qu'on n'ait plus à vivre ce genre de situation? Selon les chiffres du ministère de l'Agriculture, je crois que la saison, je dirais, agricole précédente a été fameuse. Aussi bien au niveau des tubercules que des céréales. C'est là à féliciter. Mais aujourd'hui, il faut revoir aussi la manière de penser la production. Nous avons pendant longtemps, trop longtemps, été esclaves, je dirais, de l'agriculture de rente. Nous avons besoin effectivement de cette agriculture de rente-là pour pouvoir, je dirais, faire monter notre PIB. Mais nous avons un besoin d'aller vers l'autosuffisance alimentaire. Vous savez, une cellule a été créée au ministère, notamment la cellule technique de suivi et d'appui à la gestion de la sécurité alimentaire. Oui. Mais, en réalité, on se demande quel est son rôle. Parce que si cette cellule au ministère faisait vraiment son travail, tout à l'heure, Gabin parlait de céréales qui partaient dans certains pays limitrophes. S'il y avait une question de prévoyance, de risque d'insécurité alimentaire qui avait été travaillée, pensée par le gouvernement, on aurait déjà pensé et revu la quantité qu'il pouvait sortir. Ça veut dire qu'il n'y a pas un travail qui est fait. Cette cellule, elle doit être amorphe, je crois bien. On ne dira pas qu'elle est amorphe, peut-être qu'elle fait un travail technique qui n'est pas, peut-être qu'elle doit un peu, va se réveiller certainement après cette émission. La mort de l'ONASA et la solution qui n'a pas été trouvée est un problème réel en termes de sécurité alimentaire. Vous savez, gérer un pays, c'est deux choses. C'est la santé et le ventre d'abord. La santé et le ventre. Et lorsque nous parlons de production agricole, tout à l'heure on parlait de tomates et autres, je pense qu'il faille travailler aujourd'hui à ne plus attendre la saison des pluies pour pouvoir cultiver les tomates ou encore du piment. On peut aujourd'hui, attendez, lorsque vous partez en Italie, les gens, ils font de la tomate
365 jours sur 365 jours. Vous ne direz pas qu'il pleut 365 jours sur 365 jours en Italie. C'est-à-dire que autant nous pensons l'agriculture de rente, notamment le coton et autres, et que nous réussissons dedans sur le long terme, autant nous pouvons aussi penser l'agriculture vivrière et réussir là-dedans pour de long terme. Nous avons vu le ministère injecter, je crois bien, un projet pour injecter dans la subvention de l'engrais. C'est bien. Ça, c'est une mesure, je dirais, à court et long terme. Mais de façon immédiate, il y a un problème. Le problème est en train de trouver une solution. Moi, je pense que, bon, sur le point de vue sécurité alimentaire, le Bénin n'a pas trop à rougir. Le maïs est notre aliment de base et nous sommes en surproduction jusqu'à ce qu'on envoie dans les pays limitrophes. Ça, c'est déjà une bonne chose. Mais il y a d'autres spéculations qu'il faut aussi produire en masse. Sinon, sécurité, quand on nous compare à certains pays voisins, par exemple, bon, on est plutôt bien lotis. Mais il y a encore des efforts à faire. Sur ce point, il faut féliciter le gouvernement, mais il y a des efforts à faire. Mais quand on produit, quand je dis vous êtes en surproduction et vous laissez tout ce que vous devez manger, on alimente les poulets avec, ou bien on envoie ça à l'extérieur. Ça encore, c'est de l'insécurité alimentaire. On va pas revenir. Non, c'est pas moi qui l'ai dit. On a dit que c'est parce que les poulets, c'est pas moi qui l'ai dit. Impacter le secteur agricole. Je pense que le gouvernement est aujourd'hui soucieux de ce qu'il faut augmenter et travailler à soutenir les producteurs pour que quand même on augmente notre capacité de production. Et c'est en cela qu'on a subventionné depuis la campagne agricole 2021, je crois. Aujourd'hui, ça a évalué l'ensemble de tout ce qui a été injecté pour soulager, n'est-ce pas, l'acquisition des intrants dont ont besoin, n'est-ce pas, les produits. C'est évalué à 110 milliards. Et pour la seule campagne qui est en cours, c'est-à-dire 2024-2025, je pense que c'est 37 milliards de frais de subvention pour permettre à nos agriculteurs d'acquérir les engrais à moindre coût. Et cela renforce un peu les efforts. Maintenant, il faut peut-être réorienter l'agriculture et permettre à ce que les produits soient disponibles de façon accessible. Et c'est en cela qu'il ne faut pas oublier, n'est-ce pas, l'ambition de la GDIZ. La GDIZ est là pour transformer au plan local les matières premières et permettre d'avoir quand même la disponibilité au pays et réaliser pour notre pays une économie d'échelle, sans oublier que nos compatriotes, il y en a aujourd'hui des milliers qui travaillent, n'est-ce pas, dans ce hub industriel qui est en construction à Glodibé. Donc c'est des efforts qu'il faut encourager. Je pense que d'ici quelques années, et tous les problèmes que nous vivons aujourd'hui et que nous déplorons tous seront peut-être conjugués au passé, et ce sera, n'est-ce pas, pour le bonheur du peuple. Merci. Merci beaucoup. Merci. Les informations. Parce que lorsque l'autre nous dit la vie est chère, mais elle est aussi chère dans le pays d'à côté, moi je dis, écoutez, mieux trouver et un peu d'empathie. Merci beaucoup. Non, mais quand même. Moi, quand on dit, s'il vous plaît, Gabin, quand on parle de construction d'infrastructures, moi je pense que je n'ai rien à reprocher. On reviendra en place. Parce qu'on est en train de parler une thématique qui va aborder s'il y a des productions agricoles, il faut des routes pour les transporter. On va revenir là-dessus. Donc ça c'est une très bonne chose. Il ne faut pas arrêter cette politique-là parce qu'on a faim. Parfois il y a des choix stratégiques qu'on fait. On laisse les gens à jeun, on leur donne la possibilité de se développer au long terme. Sur le long terme, bon, les pays développés ont procédé comme ça. À un certain moment, il faut serrer la ceinture. Mais quand ça ne va pas et que les gens ont serré la ceinture jusqu'à vouloir mourir, il faut faire un rééquilibrage. Merci beaucoup. La question de la société, le gouvernement doit la prendre vraiment au sérieux parce que c'est une question qui, je dirais, lorsqu'elle devient trop forte, elle devient politiquement difficilement gérable. Voilà. Dans beaucoup de pays, nous l'avons. Merci à vous. Merci à vous pour nos échanges de ce soir. Merci à vous, Gabin, Goubi, Rudolf Karl. Merci, Omar Salouf. Et merci également à vous, Ahmed Picardi, pour nos discussions. Eh bien, on va poursuivre puisque on donnera la parole à un économiste, Ambroise Mautondi, dans la rubrique qui va suivre, l'œil de l'expert, pour nous apporter des réponses à un certain nombre de questions. Comment expliquer donc ce phénomène de cherté de la vie? Va-t-il encore durer? Et ce, combien de temps pour qu'on s'y prépare? Et puis, on parlera de la réponse politique, la réponse des gouvernants pour soulager les familles victimes de l'inflation. Et si éventuellement il avait des conseils à donner aux familles, eh bien, il nous les donnera. Merci. Bonne soirée chez vous.
Vous nous rejoignez, vous êtes sur le grand rendez-vous. Il est question dans cet épisode de la hausse du coût de la vie. Nous essayons de comprendre le phénomène et ce que vivent les familles par ces temps et par la suite ce que fait le gouvernement. Ambroise Mautondi, bonsoir. Oui, bonsoir M. Adandédian. Bienvenue sur le grand rendez-vous. Vous êtes économiste sur le sujet du coût élevé de la vie. J'ai pour vous 5 questions. La toute première, pourquoi la vie coûte de plus en plus cher? Oui, merci M. Adandédian, merci pour l'invitation. Il faut déjà commencer, peut-être avant de répondre à votre question, qu'en fait, lorsqu'on parle de la vie chère, on est en plein dans la question de l'inflation. C'est-à-dire que les prix étaient à un niveau, mais sur une certaine période, en fait, de façon durable, on constate que les prix s'établissent à un niveau plus élevé. D'accord, et ça continue. Donc on parle en économie, en fait, une hausse durable et cumulative du niveau général des prix. Donc si les prix concernent, en fait, l'évolution des prix concerne un seul bien, il n'y a pas d'inflation. Si cette évolution des prix également n'est pas durable, c'est qu'on ne parlera pas d'inflation. Et si enfin cette évolution des prix n'est pas généralisée, donc ne concerne pas tous les biens et services, je l'ai déjà dit d'ailleurs, on ne parlera pas d'inflation. Mais ici, le cas que nous vivons, effectivement, nous sommes en plein dans la vie chère et dans une situation inflationniste parce que ça date depuis un très bon moment. Depuis la Covid et puis la situation en fait continue. Donc les causes de la vie chère au Bénin, en fait, ces causes, je crois que ces causes sont nombreuses et il serait difficile en fait de faire vraiment le tour de façon très précise. Mais je voudrais revenir quand même sur quelques éléments qui me paraissent plus ou moins importants pour expliquer cette situation. La toute première, je crois que vous l'avez évoqué dans le premier plateau, c'est la fermeture des frontières avec le Niger. En réalité, lorsqu'on parle de fermeture des frontières avec le Niger, nous attardons beaucoup plus sur la situation du port de Cotonou, parce que nous voyons les marchandises du Niger passer, près de 1000 véhicules qui traversent la frontière du Niger par jour et un ensemble d'éléments. En fait, on s'attarde beaucoup plus sur cet élément, mais il est important de souligner qu'en fait, le Niger également nous approvisionne dans un certain nombre de denrées. Je citerai pêle-mêle les tomates, les oignons, les dattes, je parlerai même du piment, du haricot blanc, du vanzou. Donc, et quand je parle d'approvisionnement, je parle de par semaine, parfois on va jusqu'à des centaines de tonnes par semaine et tout ça. Donc en fait, vous voyez, avec la fermeture, oui, c'est vice-versa, effectivement, c'est vice-versa, mais voilà, mais je m'intéresse beaucoup plus à ce qui rentre chez nous et ce dont nous bénéficions en réalité, parce que vous voyez, comment est-ce qu'on appelle les Nigériens poussés dans les kékés, les dattes, et un ensemble de choses. Tous ces produits, beaucoup viennent du Niger en réalité. Donc avec la fermeture de la frontière, il faut avouer que ces entrées ne sont plus constatées. Et il y avait un effort qui était fait, mais avec la fermeture du trafic fluvial récemment, je crois que les choses se sont beaucoup plus compliquées. Donc il faut souligner cet aspect-là. Et l'autre chose également, c'est l'évolution des prix des hydrocarbures sur le marché international. Et j'ajouterai à cela immédiatement en fait la suppression ou bien l'arrêt des subventions des carburants au Nigeria. En fait, il faut avouer que le Béninois était beaucoup plus habitué à l'essence paillot. Ça, il faut le souligner parce que voilà, l'essence de contrebande en fait, et beaucoup de Béninois n'allaient pas à la station. Donc le prix de la station n'était pas une référence en matière d'approvisionnement en carburant en réalité, pour être honnête. Parce que quand vous prenez 100 Béninois, je crois que si je ne me trompe, plus de la moitié, d'accord, s'approvisionne auprès des vendeurs de l'essence de contrebande. Donc avec l'arrêt des subventions au Nigeria, il faut avouer que la situation c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que vous avez vu l'envolée des prix. On était passé. C'est vrai que le gouvernement déjà avant l'arrêt de ces subventions avait déjà fait un effort quand même pour que les prix s'élèvent un peu, pour essayer quand même d'égaler un peu les prix de la station. Mais toujours est-il qu'avec l'arrêt des subventions, les prix de l'essence ont connu une hausse vraiment très drastique. Et quand vous parlez des prix des hydrocarbures, il faut avouer immédiatement que vous parlez des prix du transport. Parce qu'immédiatement, quand les prix des hydrocarbures augmentent, d'accord, le transport et tout ça, les prix s'envolent également. Et qui parle de transport, c'est d'abord les transports de marchandises également. Parce que le transport des hommes, c'est vrai, mais c'est les transports de marchandises. Donc vous comprenez aisément que le transporteur n'a d'autre choix que d'augmenter le coût du transport et la vendeuse également ou le vendeur à son tour va répercuter donc l'augmentation des coûts du transport sur les produits, d'accord, qu'il vend effectivement. Donc il va de soi que cet aspect-là est également à prendre en compte. Donc l'autre chose également, on l'a souligné suffisamment dans les médias, c'est l'inclusion en fait des pays voisins sur le marché intérieur pour
pour acquérir en fait certains produits vivriers, d'accord, parce que quand vous prenez le Nigeria, le Niger et même le Burkina, ils viennent beaucoup s'approvisionner parce que vous voyez les relations entre les pays beaucoup plus de façon peut-être informelle, d'accord, mais les relations au niveau des frontières entre les populations, c'est pas facile. Les échanges commerciaux, surtout informels dans ce cas, c'est pas facile vraiment de les contrôler. Le gouvernement a pris des mesures, mais il faut avouer que on est là, on constate vraiment que c'est pas vraiment très facile quand même de pouvoir rester efficace dans l'application de ces mesures-là. Un autre élément que je voudrais quand même prendre en compte, c'est l'orientation structurelle de l'économie. L'orientation structurelle de l'économie qui ne date pas de maintenant, parce qu'en réalité, l'économie béninoise, comme bien des économies africaines, se trouve en fait focalisée essentiellement sur la production des cultures de rente, qui nous rapporte évidemment des devises, c'est vrai. Mais aujourd'hui, la question est de savoir, est-ce qu'il ne faut pas, d'une manière ou d'une autre, voir comment réorienter en fait la production agricole, continuer peut-être de produire les cultures de rente, mais développer en fait les produits vivriers de façon quand même assez importante. Parce que quand je parle d'inclusion des pays voisins, si nous en avions suffisamment, je crois que nous n'allions pas nous plaindre, parce que c'est aussi le commerce de vendre ces produits-là aussi aux pays voisins. Donc ça ne devait pas poser problème. Donc si ça pose problème, c'est qu'il y a une insuffisance quand même forcément, d'accord, de l'offre par rapport à la demande. Voilà. Donc il y a beaucoup d'autres éléments qu'on pourrait également citer, d'accord, la suppression de certaines structures, et ça me tient beaucoup à cœur, parce que la suppression des structures comme l'ONASA, parce que l'ONASA jouait en fait un rôle. Voilà, mais c'est un élément très important. C'est un élément très important, parce que si en réalité une structure comme l'ONASA existait, parce que le rôle que l'ONASA jouait en réalité, c'était un rôle essentiel pour garantir en fait la sécurité alimentaire. C'est-à-dire en période d'abondance, l'ONASA achète auprès des paysans, et lorsque nous sommes en période de soudure, l'ONASA l'État déstocke, et ça aide beaucoup. Ça, il faut le souligner. D'accord. Donc c'est des éléments pêle-mêle qu'on pourrait citer. On pourrait parler de la guerre en Ukraine, on pourrait parler de l'insuffisance de la production agricole, de certains produits et tout ça. Donc voilà un peu pêle-mêle quelques éléments que je voudrais mettre sur la table. Merci. La cherté de la vie, oui, on sait que ça provoque d'énormes chocs dans des familles. Le coupable est très souvent vite bien identifié. On parle bien souvent des gouvernants. Sont-ils responsables de la situation ? Oui, sont-ils responsables? Bon, dans tous les cas, je crois que d'une manière ou d'une autre, quand de telles situations arrivent, quand on se retrouve dans une situation macroéconomique comme celle de l'inflation, il va de soi que la personne dont nous attendons vraiment une solution, c'est l'État. Parce que ce n'est pas vous et moi qui allons régler le problème, évidemment. Donc, évidemment, l'État a sa part de responsabilité parce qu'elle fait déjà beaucoup, mais elle doit certainement faire un peu plus. Peut-être qu'on en parlera lorsque on atteindra sûrement l'état des solutions et tout ça. Les politiques publiques, les politiques publiques ont-elles des réponses à ces différents chocs-là, surtout parlant de la cherté de la vie, le choc inflationniste? Oui, bon, est-ce que les politiques publiques ont des solutions? Je crois quand même qu'il y a eu beaucoup de tentatives qui ont été mises en œuvre. Il ne serait pas honnête, il serait honnête de reconnaître en fait tous ces efforts qui ont été déployés quand même par l'État pour essayer de juguler le phénomène de l'inflation. Je crois que les statistiques ne sont pas très importantes, parce qu'en réalité, c'est ce que vit la population qui réellement doit être prise en compte. Mais toujours est-il que lorsque nous prenons les critères de convergence de l'UEMOA, il faut avouer que en ce qui concerne l'inflation, le Bénin est encore dans les normes, parce que c'est 3%, mais le Bénin, en fait, l'inflation actuelle se trouve autour de 1,3% selon les statistiques de l'INSTAT, d'accord. Donc il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, mais toujours est-il que ces efforts, en fait, ne sont pas encore peut-être suffisants, d'accord. Je voudrais peut-être repasser en revue quelques efforts, d'accord, déployés par l'État béninois dans ce cadre-là. Il y a d'abord le plafonnement des prix de certains produits, d'accord, de première nécessité. On a vu un peu la bataille qui a été menée par rapport au pain, d'accord, parce que les producteurs de pain mettaient le pain à 150, 175, l'État dit non, ramenez-moi ça. Ouais, donc il y a eu quand même un effort pour stabiliser les prix de certaines denrées, d'accord. La fixation des prix de cession du ciment, d'accord, sur l'étendue du territoire, d'accord. Et puis il y a l'instauration des redevances à l'exportation sur certains produits, d'accord, pour quand même dissuader un peu leur exportation, d'accord. Il y a également l'interdiction de la sortie de certains produits, on en parlait tout à l'heure, l'interdiction de la sortie de certains produits dont les effets quand même ont été plus ou moins efficaces quand même, d'accord. Il y a également les subventions.
parce que l'État a mis en place quand même beaucoup de subventions. Ça, on ne le dit peut-être pas suffisamment, mais il y a eu beaucoup de subventions, surtout dans le domaine des hydrocarbures. On était à 5 milliards en 2021 et on est passé à près de 11 milliards, la ministre du Commerce l'a dit la fois passée. Donc ça veut dire quand même que sans peut-être ces subventions, le prix à la pompe aurait été nettement plus élevé. Vous voyez, donc il y a les subventions, il y a eu également les subventions de certaines denrées de première nécessité et tout ça. Donc il y a quand même des efforts qui sont faits dans ce sens-là. Il y a également la question des intrants, parce que l'État a dépensé beaucoup pour garantir quand même les intrants aux populations. Les intrants en termes de maïs, et les intrants liés au maïs, il y a un ensemble de choses, les engrais également et tout ça. Donc il y a eu près de, je crois récemment, en 2023, et pour la campagne 2024-2025, il y a près de 25 milliards qui sont 25 milliards prévus, plus précisément, je dirais 24,5 milliards qui ont été dépensés dans ce cadre-là pour pouvoir offrir les intrants aux populations et maintenir les prix de ces intrants-là à un niveau plus ou moins acceptable. Vous voyez, donc voilà un peu quelques actions qui ont été mises en place quand même dans le cadre de la lutte contre l'inflation par l'État pour pouvoir plus ou moins voilà, pour juguler le phénomène inflationniste. Est-ce que c'est suffisant? Oui, est-ce que c'est suffisant? Au vu de ce qui se passe et au vu de ce que chaque citoyen vit, la réponse serait immédiatement non. Parce qu'en réalité, tout le monde continue de se plaindre et je crois que les gouvernants en ont également pleinement conscience. Voilà. Est-ce qu'il faut aller au-delà? Oui, je crois qu'il n'y a pas de doute qu'il faut aller au-delà. Il faut obligatoirement aller au-delà. Aller au-delà, c'est déjà peut-être normaliser les relations avec le Niger, par exemple. Et là, je rentre un peu dans quelques propositions de façon pêle-mêle. C'est commencer déjà par normaliser les relations avec le Niger. Et j'ai l'impression personnellement qu'à ce niveau-là, au niveau diplomatique, je crois que ça coince beaucoup. Et c'est là peut-être qu'il faut faire appel aux leaders d'opinion. Je ne sais pas si on en a encore beaucoup au niveau de la société civile ou du moins ce qu'il en reste. Est-ce que c'est eux peut-être qui doivent essayer de prendre langue avec peut-être leurs confrères du Niger et voir comment peut-être ramener les dirigeants à la table de négociation. Voilà, malheureusement ici, le problème c'est que beaucoup de nos leaders d'opinion se sont lancés dans la politique à outrance et finalement ne sont plus crédibles. Et c'est là le problème. Voilà. Donc en fait, il faut déjà normaliser ces relations-là. Et parce que normaliser ces relations, quand je le dis, c'est que l'impact que ça pourra avoir d'ailleurs sur quelques produits que je viens de citer, les relations avec le Niger, mais je me demandais également, parce que le Niger aujourd'hui est un grand producteur d'hydrocarbures. Tout passe par ces produits. L'idée c'est de se dire, mais autant d'essence, autant de carburant qui passe par le Bénin et nous, les pays, le partenaire privilégié du Niger, nous n'en bénéficierons pas. Donc je me dis, c'est l'occasion en fait de prendre langue avec ces autorités-là, échanger avec eux et voir comment est-ce que nous également nous pouvons bénéficier de ce carburant-là qui traverse notre frontière, peut-être à des prix plus intéressants que la normale et tout ça. Donc il y a en fait voilà, un certain nombre de choses. J'ai parlé du renforcement des subventions. D'accord, il faut accroître les subventions et les renforcer sur certains produits et tout ça. Je ne parlerai pas forcément d'augmentation des salaires, mais si c'est possible, oui. Parce que le problème, c'est qu'en situation d'inflation, oui, ça a été déjà fait, mais on se rend compte qu'en réalité, ça n'a pas réglé vraiment le problème. Voilà, parce que le problème, c'est qu'en situation d'inflation, le plus souvent, lorsque vous augmentez immédiatement le salaire, le marché également réagit et les prix s'ajustent. Donc, ce n'est pas forcément la première solution à laquelle il faut penser lorsqu'on se retrouve dans une situation d'inflation. Mais je crois que c'est également une solution. Le dernier élément qui me tient beaucoup à cœur, je vais parler de l'insuffisance de l'offre. S'il y a une insuffisance de l'offre, c'est qu'il y a possibilité de faire plus. On a toujours dit, et on l'a chanté, et ça fait très longtemps que la vallée de l'Ouémé, c'est l'une des vallées les plus riches du monde après la vallée du Nil. Mais si tel est le cas, est-ce qu'il n'est pas temps de pouvoir se mettre au travail et voir comment débloquer peut-être des milliards, comme on le fait dans d'autres secteurs, pour mettre réellement en valeur cette vallée-là, pour que les cultures saisonnières comme la tomate, d'accord, les cultures saisonnières comme le piment et un ensemble d'autres produits qu'on ne puisse pas en souffrir comme nous en souffrons actuellement. D'accord. Il y a beaucoup de choses à faire. Avez-vous des conseils de survie, des conseils de survie à donner aux familles qui vivent des moments un peu difficiles? Oui, les conseils de survie, je crois déjà que chacun se bat du mieux qu'il peut, parce qu'on n'a pas besoin, quand vous allez sur le marché, que vous ne pouvez pas acquérir le bien, vous êtes obligé d'une manière ou d'une autre de vous adapter. Toujours est-il que actuellement, il faut avouer que c'est difficile,
parce que les populations ont du mal à faire les 3 repas, ça c'est clair. Les populations ont du mal à investir parce que l'épargne n'existe quasiment plus. Donc tous les projets d'investissement sont rangés au placard. Donc c'est un sérieux problème. Idéalement pour les populations, c'est peut-être de revoir, hein, parce que c'est de revoir un peu les dépenses, de privilégier l'essentiel, parce que c'est de privilégier l'essentiel. Mais dans la situation actuelle, est-ce que l'essentiel même est réglé? Je crois que ça c'est une question difficile. Je préfère laisser cette question aux populations elles-mêmes. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous, Monsieur Ambroise Maoutonji. Merci beaucoup. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes économiste et vous étiez sur ce plateau pour nous apporter un certain nombre d'éclairages sur la thématique du jour. On parle de la baisse du pouvoir d'achat, on parle du coût de la vie. Quelle est la situation au Bénin, notamment dans le rang des entrepreneurs, dans le rang des responsables d'ONG et bien d'autres? Eh bien, dans un instant, nous serons en toute franchise avec nos invités. Ils viennent de plusieurs couches de la société pour débattre du sujet, à suivre leur opinion, et c'est en toute franchise. Bienvenue en toute franchise, nous sommes dans le second plateau de la discussion, cette fois-ci avec différents acteurs de la société. Gérard Ressou, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes de la société civile, leader d'opinion. Merci de répondre présent à notre invitation sur le grand rendez-vous. Guy Chaffa, bonsoir. Vous êtes militant politique, membre du Mouvement populaire de libération. C'est un parti politique de l'opposition. Vous êtes avec nous pour le débat sur la situation de la cherté de la vie. Un peu comme Arnaud Medjenada, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci de votre présence ici. Vous êtes également de la société civile, gestionnaire d'entreprise et responsable d'ONG. Et puis enfin, Nikez Koudezi, d'ailleurs, bonsoir. Bonsoir, monsieur Christian. Vous êtes entrepreneur, gestionnaire, responsable de société. Merci de répondre donc, vous tous présents, à notre invitation sur le grand rendez-vous, où nous sommes présentement en toute franchise et on se parle en toute franchise sur le sujet. Les temps sont-ils difficiles, comme le chante bon nombre de personnes quand on se croise, quand on se rencontre, quand on se parle? Guy Chaffa. Difficile de dire non, parce que les temps sont plus que difficiles. De ma position d'homme politique, j'ai eu le temps de croiser beaucoup de Béninois, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est à l'ouest, comme on le dit, et je peux vous confirmer, à main sur le cœur, que les temps sont difficiles. D'accord, vous allez approfondir cela tout à l'heure. On vous écoute, Gérard Ressou. Je vous refais la même question. Merci beaucoup. J'ai pris la peine sur moi d'ailleurs, avant de venir ici ce soir, de prendre part le marché de Cococodi pour m'assurer que les boules de tomates sont au même prix. Si vous allez au marché de Cococodi avec 500 francs, vous sortirez avec 2 boules de tomates. Justement, la tomate, c'est pas la période de la tomate. Et chaque année, en pareille période, on a toujours ça. Non, on a toujours cette pénurie. Non, je pense qu'il faut relativiser les faits là. Lorsqu'on dit que la vie est chère, c'est vrai que certains ont découvert cette expression de par les réseaux sociaux ou de par les grogne parce qu'ils ne connaissent pas en réalité ce qu'on entend par cherté de la vie. Mais dans la masse populaire, ce qu'on nous décrions par cherté de la vie, cela sonne au bon moment. D'accord, on vous écoute. Oui. Les temps sont difficiles, dites-vous. Pour moi, c'est peu dire. C'est peu dire que de dire que les temps sont difficiles. Les temps sont très difficiles. Les temps sont suffisamment difficiles et il faut être de l'autre côté. Quand je parle de l'autre côté, il faut pas. C'est-à-dire quand tu es dans la masse, tu comprends ce que cette expression-là signifie. Arnaud Medjenada. Évidemment, la morosité économique est très ambiante. Et pour ne pas dire simplifier les temps sont la cherté de la vie, par en d'autres termes, termes vulgaires, c'est que c'est dû
les temps sont durs comme cailloux. C'est le terme que même beaucoup utilisent dans nos quartiers, dans nos villages, partout. Les temps sont excessivement durs comme cailloux. Expliquez-nous. Alors, vous savez, ça se ressent dans le panier de la ménagère. Ce panier ne se remplit jamais. Non, d'abord, vous savez, le ventre, naturellement, quand on consomme le matin, il faut consommer le soir. Donc ce panier ne peut jamais même se remplir. Mais quand nous prenons les gens qui, un commerçant, d'accord, qui fait un chiffre d'affaires peut-être de 50 000. C'est un exemple. Mais dans ces 50 000, avant peut-être il payait le carburant à 3,50 le litre, il remplissait 10 litres, mais 5 litres. Aujourd'hui, il paye à 700 le litre. Il faut le nombre de litres qu'il a l'habitude d'utiliser pour le même tronçon. Ça va se ressentir. C'est plus simple. Et s'il continue de faire le même chiffre d'affaires de 50 000 aussi? Non, c'est pour dire, même s'il fait le chiffre d'affaires de 50 000, il ne peut plus, ça peut plus couvrir ses charges standards. Vous comprenez? Donc ça se ressent nettement. Et donc c'est pour cela même que normalement, en temps normal, les gens doivent agir sur surtout le coût donc, du carburant. Quand le carburant est cher, dans le monde entier, quand le carburant coûte cher, tout coûte cher. Alors, oui, vous allez revenir tout à l'heure. On revient à vous. Oui, acteur politique, il l'a dit tout à l'heure, quand un acteur politique, soit de la majorité présidentielle ou de l'opposition, se retrouve aux affaires, il ne ressent pas ce que le citoyen lambda ressent. Oui, dites-nous. Je voudrais lui dire tout de suite. Oui. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, acteur politique, qu'il soit de la mouvance ou de l'opposition, convient avec nous aujourd'hui que la vie est très chère, que les temps sont durs au Bénin. La preuve, ce n'est pas pour rien que le gouvernement lui-même a décidé, en collaboration, je vais le dire, en featuring, comme on le dit vulgairement, avec les députés, avec ses propres députés, c'est-à-dire les députés qui épousent l'action du gouvernement, aller sur le terrain informer pourquoi la vie est chère. Mais on dit que ce n'est pas seulement au Bénin, la situation c'est un peu partout et au fur et à mesure que nous évoluerons dans la discussion. Allez-y. Ce n'est pas seulement au Bénin que la vie est chère. Nous avons des parents et amis aux États-Unis, en Europe, en Angleterre et autres, qui viennent, quand ils viennent en vacances ou bien même depuis là-bas, ils vous racontent ce qui se passe. C'est cher partout. Vous savez, n'oublions pas la guerre en Ukraine qui a ses conséquences. D'accord. Il faut chercher les causes endogènes et les causes exogènes. D'accord. Il faut reconnaître que la hausse des prix du transport maritime agit, comme je l'ai dit, c'est des choses qui ont des conséquences directes sur le dernier consommateur. D'accord. Et donc, ce n'est pas lié à un gouvernement. La situation est imputable à un gouvernement. Non, voilà. Allez-y. Je pense qu'il faut faire la part des choses. Merci. Il faut faire la part des choses, en ce sens que c'est vrai qu'il y a la guerre en Ukraine, c'est vrai que... Ce qui fait naturellement l'instabilité économique mondiale. Non, le point ne se pose pas. Il y a la guerre en Ukraine, à cela s'ajoute la malcompréhension entre le Niger et le Bénin. Il y avait Covid-19. Mais il y a aussi Covid-19. Tout ça, là, c'est des faits. Mais il y a un élément capital. D'ailleurs, je tiens quand même à saluer ce gouvernement, le chef d'État, qui quand même fait un effort. En ce sens qu'il a mis le pays en chantier. Vous savez-vous, lorsqu'un pays est en chantier, c'est difficile en réalité de parler de ce qui n'a pas l'emploi ou bien de parler aussi de la souffrance de la population. C'est un paradoxe au fait au Bénin. C'est le constat que vous avez fait à ce niveau, oui. Ce qui pose peut-être le problème. Non, ce n'est pas que ça pose le problème, c'est que ça fait partie au fait des causes de ce que nous vivons, à savoir que le gouvernement doit revoir cette formule. Autrement, tu voudrais comparer aux époques antérieures où il y a des petits marchés de 1 million, de 2 millions, 3 millions, 5 millions qui circulaient. Non, aujourd'hui, l'argent circule au Bénin. Aujourd'hui, l'argent circule suffisamment au Bénin. Quels sont vos constats? Allez-y. Je vais vous dire quelque chose. Je suis permis. Vous savez, tout le temps, quelle que soit la période que nous prenons, dans la vie d'un pays, il y a toujours, à l'international, il y a une crise.
Mais c'est la capacité du gouvernement de pouvoir juguler cette crise, ou bien cette crise à l'externe, qui font de lui un bon ou un mauvais gouvernement. Allez-y. Gouverner, c'est compliqué, c'est difficile. C'est difficile. Attendez. Reste, être au sommet, ce n'est pas facile. Le métier même, je dis, la fonction du président de la République est la fonction la plus ingrate au monde. Je ne parle pas du président Patrice Talon. Tout président, attendez, tout président, c'est la fonction la plus ingrate. D'accord? Il n'y a rien que tu puisses faire pour satisfaire 12-13 millions de Béninois. Donc, quel que soit ce qu'on va dire, c'est juste comment faire pour définir une politique du gouvernement au Bénin de façon un peu standard à l'égard, à l'instar de certaines nations que nous envions, afin que tout président qui sera élu reste dans ce canevas. C'est tout. Sans quoi? C'est ce que vous proposez. On va revenir aux propositions tout à l'heure. En suivant mon cher Arnaud, parce que dans un premier temps, dans son développement, il a voulu qu'on ressente le débat. Et il a cité nos parents qui sont à l'extérieur et qui se plaignent et qui disent que ça va mal. Il y en a qui ont 1 million en poche et qui disent qu'eux, ils n'ont rien, que ça ne va pas. Et pendant ce temps, quelqu'un d'autre a juste besoin de 5 000 francs pour que ça aille pour sa journée à lui. Les réalités ne sont pas les mêmes d'un pays à un autre. Ici, c'est le Bénin. Et nous parlons de ce que nous vivons ici. Les chocs, c'est de tous les temps. Les problèmes, c'est de tous les temps. Est-ce qu'on prévoit les chocs? Les situations qu'il y a eu, la Covid-19 par exemple, c'était pas prévu. La guerre en Ukraine, la situation avec le Nigeria, tous les pays ont ressenti le même choc, mais pas de la même manière. Quand on supprimait, l'éternelle question de l'ONASA reviendra sur tapis quand nous parlons de cherté de vie ici. Quand on supprimait ça, on a prévu quoi en face? Non, je pense on n'a rien prévu en face. Donc pour moi, le gouvernement, dès lors que avant, c'était une minorité qui se plaignait beaucoup. Oui. Aujourd'hui, cette minorité qui se plaignait nous avait dit qu'arrivé aux affaires, on ferait les choses autrement. Nous allons rompre avec certaines choses. Mais est-ce que la minorité est là? C'est maintenant la majorité qui se plaint. La situation de la cherté dont on parle, c'est vrai qu'on a cité les différents chocs, les chocs endogènes, les chocs exogènes et bien d'autres. Est-ce que vous pensez que le ressenti de la population aujourd'hui a un coupable et que le coupable, c'est la gouvernance? C'est la gouvernance, le problème du ressenti? Ce n'est pas que les gouvernants. Nous avons des guides. Et c'est ceux qui sont aux affaires qui définissent la politique de gouvernance de l'État. Si on s'entend sur ce principe, moi j'ai quel moyen maintenant pour proposer quoi à qui? Ce sont les gouvernants qui définissent la politique de la gestion de l'État. Merci. Qu'est-ce qu'on a prévu? Oui, on continue la discussion. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Vous savez, lorsque vous élisez un dirigeant, ce n'est pas pour venir vous expliquer que votre problème là, les causes de votre problème, mais c'est pour les résoudre. Merci. On fait une élection, d'ailleurs que pour les élections, nous n'avons jamais proposé des candidats. Ils se sont toujours proposés. Et lorsque vous vous proposez pour dire que je vais être candidat, c'est que vous êtes à même de faire le job. C'est vrai, nous retenons que à la suite des différents présidents comme le général Kérékou, Soglo et Yahi, le président Talon est en train quand même de faire de son mieux. Celui qui viendra en 2026 aussi fera aussi certainement plus que le président Talon. Puisqu'on a découvert Talon parce que simplement les coups en 2016, je crois bien, ont permis son avènement. Mais en venant, il nous a dit beaucoup de choses. Il nous a fait des promesses. D'ailleurs, je me rappelle qu'il disait quand même en son temps que éjecter des milliards dans les routes là n'était pas une bonne chose. Non, ça veut pas après. C'est après. Après 100 milliards. Exactement, qu'il fallait mieux investir dans l'agriculture, dont le Béninois Landa voyait quand même un président qui a créé un fonds pour soutenir l'agriculture.
Un fonds a été créé avec 100 milliards de francs CFA pour soutenir l'agriculture. Est-ce que c'est pas quelque chose qui nous avons un problème depuis 2016 là au Bénin. Tout ce qu'on parle, c'est en termes de milliards. Ils vont où ces milliards? 5 milliards vont où dans le pays? Parce que c'est une question que vous posez. C'est de l'investissement. Vous demandez, quand vous parlez des infrastructures, quand vous parlez de cantine scolaire pour les enfants, des milliards. Quand vous parlez du projet ARS, ce sont des milliards. Le constat que nous faisons aujourd'hui, c'est que c'est difficile pour le citoyen de se nourrir, de se avec tous ces milliards qui sont éjectés, en principe, on ne devait même plus parler de ce débat-là. On va donner la parole à Médianada. Il est vrai, ce n'est pas la même réalité, mais je voudrais qu'on caricature un peu les responsabilités dans un foyer avec un régime. Attendez. Attends que j'accouche. D'accord? Ici, c'est le gouvernement qui définit la politique pour améliorer les conditions de vie des populations, n'est-ce pas? Naturellement. Au foyer, ils sont le chef de famille. On lui permet de ses idées. Au foyer, le chef de famille, c'est lui qui imprime la marque, n'est-ce pas, pour le bien-être de sa famille. Et le style de tout chef influence sur la gestion. On est d'accord. C'est pareil pour un gouvernement. Et le chef de famille ne peut pas réussir ce qu'il pense réussir dans sa famille sans la bonne collaboration donc, de madame et des enfants. Donc, si madame peut-être est ministre, ça veut dire que les enfants sont des DG. Et donc, tout, même jusqu'à la fille du ménage, tout le monde, c'est une chaîne. C'est pour dire quoi? Autant les gouvernants ont des responsabilités, autant nous, populations, les ONG, et j'allais poser la question de savoir... Les gens ne paient pas les impôts. Attendez, les gens ne paient pas les impôts, c'est ça? Vous êtes de la société civile. Vous avez aussi une contribution à faire. D'accord? Alors, les milliards dont vous parlez, nous reconnaissons que le gouvernement Talon, depuis 1960-1990, j'allais dire, c'est le gouvernement qui a levé plus peut-être de fonds. C'est le gouvernement qui a mobilisé plus de milliards parce que nous connaissons le budget du Bénin. Depuis le temps de Kérékou jusqu'à Yahi, nous savons que c'est 1000 et quelques milliards, au plus 2 milliards, 2000 milliards. Mais aujourd'hui, nous voyons comment, voilà. Donc normalement, par rapport à la cherté de la vie, on ne devrait pas ressentir. Mais il y a certaines choses, il y a certainement des pannes à des endroits donnés. C'est la collaboration. C'est en réalité ce que nous expliquons. Ce débat que nous menons. Attends, mais ce plateau, au finish, doit pouvoir, parce que nous sommes des citoyens. Ce plateau doit pouvoir conseiller, d'accord, nos gouvernants, Monsieur Medianada, nous ne sommes pas là pour dire que le gouvernement a bien fait ou n'a pas bien fait. Moi, je ne suis pas là pour ça. Je suis là parce que je sais que la population a fait. Moi-même qui suis ici, j'ai fait. Ce que nous demandons au gouvernement actuel, c'est quoi? C'est de mettre au cœur du système, du développement, le capital humain. C'est ça en réalité qui manque. Ça n'a pas manqué. Ça a manqué. Je vous explique. Excusez-moi un peu. Non, ne me parlez pas de retournement social. Nous ne sommes pas encore à cette étape. Il faut cesser de jeter des mots comme si nous sommes devant un charlatan qui jette cette truc. Non, le Bénin aujourd'hui est mieux. Le Bénin aujourd'hui est mieux. Lorsque vous parlez de retournement, c'est vrai qu'aujourd'hui... Le Bénin est mieux dans quel sens? Le Bénin est mieux dans quel sens? Dans tous les sens. Aujourd'hui, on se dresse, on dit non, c'est le gouvernement qui doit faire, c'est le gouvernement, c'est le gouvernement. Mais le Béninois, le citoyen lui-même, est-ce que le citoyen béninois travaille? Est-ce que le citoyen béninois produit? Que fait le citoyen béninois pour accompagner la politique du gouvernement? Une très bonne question. Le rôle du gouvernement n'est pas de créer de l'emploi. Aucun gouvernement n'a pour rôle de créer de l'emploi, mais de mettre en place le système pour favoriser l'éclosion de ces emplois-là. Mais qu'est-ce que nous avions constaté au début de ces mandats? C'est un secret de polichinelle.
tout le monde connaît ce que vit, enfin, la vie de certains travailleurs au début, le nombre ayant perdu de l'emploi. Mais dans le même temps, il y a aussi du recrutement. Ça, ne nous le rend pas. Là aussi, le gouvernement aussi fait aussi du recrutement. Ça, c'est clair. M. Arnaud disait tout à l'heure que le gouvernement, le président de la République et son équipe, c'est un peu comme un père de famille, sa femme et ses enfants et tout, et c'est lui le guide et tout. Je ne sais pas ce qu'il veut à notre président de la République parce que c'est pas du tout un bon exemple que de comparer les deux. En économie, vous savez comment on définit le développement? Il y a un économiste, j'oublie souvent le nom, c'est peut-être l'effet des caméras. Allez-y, on y va. Qui dit le développement est un phénomène irréversible. C'est une succession d'étapes. On ne se lève pas un jour, excusez-moi, on ne se lève pas un jour et on dit... de la politique. Non, c'est politicien, les deux sont liés. On ne se lève pas un jour. Ce sont les politiques qui définissent le Bénin est développé. Tout ce qui va avec un pays est développé. Je ne parle pas du Bénin, allez n'importe où dans le monde. C'est une succession d'étapes. C'est un phénomène irréversible. Ça vient de manière naturelle. Il y a des pas qu'on pose pour le développement. Le Bénin se développe, mais ça doit être avec les Béninois et non sans les Béninois. Je voudrais qu'il y ait la participation des citoyens. Le développement du Bénin ne peut que se faire qu'avec les Béninois. Je suis d'accord. Justement pour le développement et sans ses propres citoyens, c'est qu'il y a problème. Nous demandons que le capital humain soit privilégié. Pour tout le monde est d'accord. Il faut que l'humain soit allez au-delà, expliquez. Le capital humain soit privilégié. Qu'est-ce que vous voulez concrètement? Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que, primo, nous avions dit, nous parlons de la faim de la population, les conditions. Aujourd'hui, nous voyons que la priorité du gouvernement, c'est les infrastructures. C'est les infrastructures. Nous pouvons peut-être, c'est vrai que ça reste environ quelques mois, 700 et quelques jours, j'allais dire, pour que ce gouvernement puisse enfin... Seulement que, si vous prenez par exemple tous les emplois, j'ai déjà parlé tout à l'heure de la manière, la méthode dont les gros projets, l'investissement, les marchés s'attribuent. Vous voulez donc on privilégie premièrement, privilégier les entrepreneurs locaux, revoir le système de partage de la richesse du pays. Si nous prenons par exemple du côté de la santé, revoyons peut-être le cas de nos dialysés. Avant, je me rappelle bien, il y a quelques années, c'était l'État qui prenait quand même ce volet-là en charge. Mais depuis peu, nous en avons besoin, puisque sur les réseaux sociaux, nous voyons nos concitoyens, les cris de détresse. Parce que là, j'ai l'impression qu'on quitte un peu le champ du sujet. Non, nous parlons toujours, c'est la vie. Voilà. En fait, oui, merci. Moi, je pense, comme je l'ai dit à l'entame, il y a quelque chose que moi je perçois très mal par rapport à la gouvernance du régime actuel. La position géographique du Bénin est enviée de partout d'ailleurs. Par rapport, nous sommes le voisin du Nigeria. Notre position par rapport au Nigeria plutôt est enviée partout dans le monde. Normalement, il est vrai, on ne peut pas encourager la vente de l'essence de contrebande, d'accord? Mais notre position ne peut pas nous amener à prendre ce carburant à ce prix. Et je dis, quand le pétrole coûte cher, quand le carburant coûte cher, tout coûte cher. Parce que c'est à la base de la circulation des personnes et des biens. Ça fait un. De 1960 à nos jours, nous ne pouvons pas dire que les gouvernants qui se sont succédés n'ont pas réfléchi sur le développement et le bien-être de ceux du pays, du peuple béninois. Alors, si pendant la Révolution, les sociétés d'État, les offices, les ministères avaient des fermes, des champs et des gens travaillaient
Pourquoi on a stoppé ça? Pourquoi on ne peut pas revenir sur ce qui marchait à l'époque? Seconde. Et reconnaissez que le Béninois est possessif de la terre. J'ai 20 hectares ici, j'ai 10 hectares là-bas, mais ils n'exploitent pas. Définissons une politique pour occuper ces terres sans, pendant que les terres continuent donc d'appartenir à ces citoyens, nous allons les exploiter autrement. Si nous avons des terres, mais nous créons tous, nous avons fait, ce n'est pas les gouvernants qui viendront faire ce qu'il faut pour nous. C'est pourquoi je dis, j'ai calculé avec la famille pour dire, il y a les gouvernants qui vont définir, mais il faut forcément la participation du citoyen. Oui. Sans quoi, nous allons toujours créer la faim. Et on reviendra tout le temps. Merci. Parler de la faim, de ce que vous dites. Allez-y. Moi, je crois que le gros Nous sommes en train de parler des propositions. Des propositions, ce qu'il faudra faire. Oui. Et quand je parlais tout à l'heure de tout ce qui est investi, de tout ce qui est lourdement investi pour créer le loisir, pour rendre Cotonou attrayante, pour concentrer les jeunes que Cotonou, et tout ce qui est investi dans ça, si c'était orienté par exemple dans nos terres, s'il y avait une politique qui encourageait les jeunes, par exemple, à aller emblaver les milliers d'hectares qui sont là, qui ne sont pas exploités. S'il y avait une politique d'accès facile... Je l'ai rappelé tantôt, il y a une politique qui a été mise en œuvre. S'il y a une politique d'accès facile à ces fonds-là, ces fonds, on accède comment à ces fonds? Qui sont ceux qui accèdent à ces fonds? Et comment le suivi se fait-il? L'État a tellement de pouvoir. Et j'ai constaté ça avec le président Talon. On a pris la décision, par exemple, de transformer un domaine que tout le monde connaît ici en un jardin. On peut prendre beaucoup d'autres domaines qu'on va transformer en des champs de production de maïs, des champs de production de tomates et de beaucoup de choses. On cite notre vallée comme l'une des plus riches de l'Afrique et du monde. Qu'est-ce qu'on en fait? Regardez le nombre d'établissements d'enseignement privés que nous avons. Pourquoi l'État ne peut pas investir dans des projets de création de beaucoup de lycées agricoles? C'est ce qui se passe les lycées pour nous permettre d'aller à la production. Le financement est déjà, n'est-ce pas? Même si l'État réussit à mettre plus de 400 milliards, comme l'a souhaité le chef, d'accord, sans l'exploitation des terres de façon judicieuse, tout en garantissant aux populations que ça les appartient. Nous ne pouvons pas attendre. Quelques secondes, oui. Les propositions. Au lieu de cela, je constate tristement et malheureusement que... Les propositions sont terminées. En termes de développement, je constate qu'on oriente beaucoup plus la jeunesse vers la paresse d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, derrière ton petit écran, tu joues à 200 francs, si tu as la chance, tu gagnes 50 000. On n'a qu'à se concentrer sur les terres. On n'a qu'à nous orienter vers des productions. Quelles sont vos propositions comme je l'ai pour résoudre cet épineux problème de cherté de la vie? Je vais commencer par ceci. Vous savez, moi, nous sommes à moins de 2 ans de la fin du mandat. On lui permet de Nous sommes à moins de 2 ans, d'accord, de la fin du mandat. Et je vous ai dit... Pas seulement pour ce système. Je vais en arriver là. En fait, je voudrais que vous m'écoutez avec beaucoup d'attention. Vous allez comprendre là-haut. Aujourd'hui, pour le Bénin, beaucoup de personnes l'ont dit, il faut déjà commencer par aller vers l'autosuffisance alimentaire. Il faut que le gouvernement priorise l'agriculture. Nous avons besoin de ça. Vous savez pourquoi? Quel que soit ce que nous gagnons dans le tourisme partout, lorsque l'économie du pays, lorsque l'autosuffisance alimentaire n'est pas atteinte, il n'y a pas de développement. Il faut déjà commencer par là. Ce n'est pas à moi de proposer au gouvernement quelles sont ces différentes politiques. Ils existent. Vous êtes politique, vous êtes un acteur politique. Oui, je vais plutôt garder ça pour moi et le fait que je serai au pouvoir. Vous ne souhaitez pas que les gens pourraient la citoyen béninois fait des propositions. Le Bénin avance. Non, moi je crois que je ne suis pas... En quelques secondes, je souhaiterais vivement, pour aller à l'autosuffisance alimentaire, que chaque Béninois ait au moins un lopin de terre pour une culture. Que vous soyez fonctionnaire ou pas, que chaque parti politique, par exemple, puisse dire nous avions payé 100 hectares, 200 hectares quelque part dans une région pour faire travailler la jeunesse.
nous devons, pour les seuls moyens pour aller à l'autosuffisance alimentaire. Vous savez que la charte des partis politiques actuels ne nous autorise pas à faire ça? Bon, de toutes les façons, la charte des partis politiques n'autorise pas aussi la faire. Et donc, je pense qu'on a franchement, le temps est complètement parti. On n'a même pas terminé les propositions. Je vous donne la parole. J'ai dit déjà que chaque citoyen ait le plein de terre et que le développement, que ce soit politique ou institution, ait quand même des domaines et surtout de revoir. Je vais toujours y revenir, de revoir la méthode de distribution de nos marchés publics. C'est très capital. Merci. Les étrangers ne vont pas continuer par venir ramasser nos sous et aller. Merci beaucoup, Gérard. Et c'est là où nous ne trouvons plus là où sont allés les milliards. On vous aura entendu et compris. Moi, je voudrais dire ceci. Oui. Deux choses. Non, la première, rapidement. D'accord. Et quel que soit le gouvernant, d'accord, ce sera compliqué si nous ne sommes pas patriotes. Ça veut dire quoi? Nous avons l'histoire de la Chine. Ils n'ont pas fait de miracle. D'accord? Mais c'est parce qu'ils ont consommé local. Pourquoi ne pas, parce que nous sommes colonisés par la France et certains pays, si jamais nous empêchons, nous refusons de consommer les riz qui sont importés, peut-être qu'on aura d'autres pressions qu'on y a. Mais pourquoi ne pas, par exemple, fabriquer les pains que nous consommons avec le maïs? Ça a été dit depuis plusieurs années déjà. Les riz fabriqués au Bénin. Non, mais avant que ça ne soit consommé, excusez-moi, avant que ça ne soit consommé, il faut qu'on empêche l'importation des autres produits. Et ça y est, les gens vont couper les pains. Nous allons revenir. On trouvera l'occasion de revenir sur les propositions. Le débat, comme je le disais, est loin d'être terminé. C'est vrai que je vous coupe, mais nous avons les contraintes de temps également. Merci à vous, Arnaud Medianada, Guy Chafa. Merci beaucoup. Merci. Merci également à vous, Gérard Hessou. Je dirais également merci à vous, Nikez Koudézi, pour vos contributions. Mesdames et messieurs, le grand rendez-vous de ce jour, c'est terminé pour ce 7e épisode. Retrouvez ce programme en replay sur nos différents canaux digitaux. Portez-vous bien et au prochain numéro. Merci.